Arcane, Fallout, Last of Us, derrière ces séries à succès, un point commun. Toutes sont inspirées ou adaptées de jeux vidéo. Il y a quelques années, on parlait d'une malédiction autour des adaptations de jeux vidéo en films ou séries, comme si le passage du 10e au 7e art condamnait une œuvre à l'échec. Mais aujourd'hui, cette époque est bel et bien révolue. Les triomphes critiques et publics s'enchaînent et la frontière entre cinéma, séries et jeux vidéo devient de plus en plus perméable. Alors que ces deux médias font appel à des métiers et des techniques de plus en plus similaires, quels sont les enjeux artistiques, économiques et culturels d'une approche transmédia ? Comment le cinéma inspire-t-il le jeu vidéo et inversement ? Et que se passe-t-il quand une œuvre est transposée d'un médium à l'autre ? Dans cet épisode, nous explorons les influences mutuelles entre jeux vidéo, séries et cinéma pour mieux comprendre comment ces univers réinventent notre manière de raconter des histoires. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Pauline Marlière, narrative designer, game writer et ambassadrice pour Women in Games, et Domenico Delaporta, scénariste pour le cinéma et le jeu vidéo et expert gaming chez Wallimage Creative. Vous écoutez Entre deux prises, le podcast du FIF Namur qui va à la rencontre de celles et ceux qui réinventent le cinéma. Bonjour Pauline, bonjour Domenico. Pour commencer l'enregistrement, Pauline, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Mais oui, bien sûr. Bonjour Hélène. Moi, je suis Pauline Marlière, game writer et narrative designer. J'ai auparavant fait des études de cinéma d'animation à la Cambre. Ça remonte déjà à 2016. Puis j'ai cofondé un studio de jeux vidéo, Team Panoptes. On a sorti le jeu Panoptique, un jeu en réalité virtuelle, multijoueur et asymétrique. Et ensuite, j'ai quitté le studio pour me lancer en freelance dans la narration des jeux vidéo. Un des derniers jeux qui marche bien pour moi, sur lesquels j'ai travaillé, c'est Caravan Sandwich. D'ailleurs, lauréat de 2 Pégases récemment en France. Donc Pégase du meilleur premier jeu et du meilleur jeu indépendant. Pour info, les Pégases, c'est les Césars, mais pour les jeux vidéo. Et puis maintenant, voilà, je vis ma petite vie avec mes clients, avec mes élèves. Je suis aussi prof, donc ça se passe bien. Écoute, félicitations en tout cas pour le Pégase et du coup fière et heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui. Et toi, Domenico, alors qui es-tu et que fais-tu ? Alors, je m'appelle Domenico Delaporta, je n'ai pas fait des études de jeux vidéo, j'ai étudié le droit et la criminologie et je suis devenu avocat au début des années 2000. Avant ça, j'étais pompier, donc j'ai une carrière un peu hétéroclite. Et aujourd'hui, je travaille comme scénariste principalement, donc je travaille en cinéma, en jeux vidéo et en séries télé aussi, mais j'ai aussi écrit des scénarios ou des narrations pour des projets XR ou VR, des board games, de la bande dessinée. J'ai à peu près travaillé sur toutes les plateformes à part le roman. Ça prend vraiment beaucoup trop de temps. Et au cinéma, quels ont été tes derniers projets ? Alors j'ai un film au cinéma pour l'instant qui s'appelle Mal d'Aurore sur l'affaire du trou. Le dernier film de Fabrice Duwels. On fait le suivant aussi qui se passera au Congo au 19e siècle sous Léopold II. L'année dernière j'ai sorti Largo Winch, Le prix de l'argent. Et puis je travaille aussi sur le nouveau film de Michael Roskam, Le Faux Soir, l'histoire du faux journal Le Soir qui a été publié par les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui sortira l'année prochaine. Et toi, Pauline, est-ce que tu peux nous dire concrètement en quoi ça consiste d'être créatrice en jeux vidéo et principalement axée sur la narration ? Alors, t'as dit que j'étais pompier un peu plus tôt, Domenico. C'est pareil. C'est plus ou moins ça. On éteint les feux qui se déclenchent en production. On a parfois des moments où il faut cut des parties du jeu, que ce soit des personnages, que ce soit des niveaux entiers. Et à ce moment-là, le scénario du jeu ne va plus forcément fonctionner et il faut réussir à trouver comment est-ce qu'on va faire fonctionner notre scénario, notre narration de jeu, alors qu'on a eu des cuts monumentales. Et c'est ça qu'on dit qu'on est un peu des pompiers. On éteint les feux et on espère qu'on fait appel à nous assez tôt aussi, parce que parfois on arrive lorsque tout est déjà fait, le jeu va bientôt sortir, mais toutes les cinématiques sont réalisées et il faut que tout fonctionne les uns dans les autres. Donc c'est corriger principalement les incohérences, anticiper ? Entre autres, en tout cas, je sais que de mon côté, on m'appelle beaucoup pour ça. Même si maintenant, plus récemment, on m'appelle directement en pré-production pour imaginer un scénario, pour mettre en place un univers sur base de mécaniques qui fonctionnent déjà. Donc les mécaniques dans un jeu vidéo, c'est toutes les actions que notre joueur, notre joueuse vont réaliser dans le jeu, que ce soit
marcher, courir, mais aussi combattre. Ça peut être juste sauter, ça peut être faire des acrobaties, ça peut être faire plein de trucs au final, mais il faut que ces mécaniques fassent sens avec la narration. C'est deux domaines qui doivent vraiment fusionner pour faire une expérience exceptionnelle. Il n'y a pas toujours de communication entre les différents secteurs, c'est-à-dire des fois les game designers travaillent de leur côté et puis les narrateurs travaillent de leur côté, les narrateurs, narratrices. Et parfois ça se marie mal puisque chacun est persuadé qu'il fait du bon travail, mais c'est juste qu'il n'y a pas de synergie entre les deux. Or le joueur il voit les deux en même temps, simultanément. Il ne se dit pas ça c'est du gameplay, ça c'est de l'histoire ou de la cinématique, tout doit être vraiment intégré. Le gameplay, qu'on pourrait traduire en français par la jouabilité, c'est un terme qui fait référence à l'expérience du joueur, la manière dont il va jouer, dont il va interagir avec un jeu. C'est vraiment la grosse différence entre le métier d'auteur plus posé, c'est-à-dire par exemple romancier, où on s'assied, on est seul face à son bureau, face à la page blanche, et puis on construit quelque chose et tout se passe exactement comme on l'a prévu, puisqu'on est le seul maître à bord. Ici, les budgets sont beaucoup plus conséquents, il y a énormément de pôles qui sont actifs en même temps, des contingences de tous les côtés, budgétaires, mais aussi de temps, de timing. Parfois, on a passé trop de temps sur du character design, on n'a plus le temps de faire plus de personnages. Or, un personnage qui ne peut pas être créé est un des personnages principaux de notre scénario et on est obligé d'en fusionner deux pour pouvoir combler le manque narratif. Donc la réactivité, c'est vraiment la caractéristique qui fait la différence ici en jeu vidéo. Et souvent, des scénaristes qui viennent du monde du cinéma, où il y a aussi beaucoup d'inconnus, de choses qui changent. Bon, ça arrive aussi, mais il y a un moment où c'est fixé. C'est-à-dire quand le tournage commence, le travail du scénariste généralement s'arrête. Et bon, tout le scénario ne sera peut-être pas tourné, mais en tout cas, à moins de temps en temps de réécrire des dialogues, il n'y a pas grand-chose à faire. Tandis qu'en jeu vidéo, en cours de production, on doit toujours être sollicité et parfois, notre contrat s'est arrêté. Donc les producteurs pensent qu'on n'a plus besoin de nous et donc c'est les game designers ou c'est d'autres personnes qui vont pallier à des manques effectifs à tel moment, sans faire appel aux techniques, parce que c'est un vrai métier d'être scénariste, et du coup ils vont déconstruire une structure qui a été assemblée initialement, et ça peut donner lieu à des catastrophes. Ici, vous venez de soulever certaines spécificités au milieu du jeu vidéo, à la manière dont se fait un jeu vidéo. Si on fait le lien avec le cinéma et les séries, quelles sont d'après vous les principales contraintes quand on passe justement de ce format jeu vidéo au cinéma, et les plus gros challenges? Alors, passer du jeu vidéo au cinéma, c'est d'abord, si on a beaucoup fait de cinématiques, par exemple, si on a scripté des cinématiques, c'est très similaire. Et alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la cinématique, est-ce que tu peux expliquer ? Oui, c'est une séquence d'animation scriptée, donc sans interaction, généralement avec des personnages qui bougent, qui disent des dialogues, de la musique, ça ressemble très fort au cinéma d'animation. Et c'est ce qu'on a généralement entre des phases de gameplay, souvent pour raconter l'histoire. C'est la manière la plus pratique, peut-être pas la plus organique, mais en tout cas la plus pratique de raconter une histoire. Mais du coup, ça s'appelle cinématique justement parce que ça se réfère au cinéma, à un style de narration qu'on trouve au cinéma. Si on a fait beaucoup de cinématiques, y compris techniquement, c'est-à-dire la motion capture, enfin ce genre de choses, du doublage, puisqu'il y a beaucoup de doublage à faire. Alors quand on passe au cinéma, on n'a pas trop de problèmes, puisqu'en fait c'est une grosse cinématique, le cinéma en gros. Donc ce passage-là est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus heureux aussi parce qu'on a droit des droits d'auteur, ce qui n'existe pas en jeu vidéo, en tout cas chez nous. Au cinéma, là, oui. Donc on commence à avoir aussi autre chose, c'est des gens qui vont un peu plus respecter l'œuvre. Je veux dire dans sa nature, c'est-à-dire qu'en jeu vidéo, étant donné que souvent l'expérience est beaucoup plus longue, moi j'ai récemment terminé un jeu où on avait, je crois, 60 ou 70 heures de cinématique, donc c'est l'équivalent d'un film de 70 heures, hein. Sans les parties gameplay, les dialogues, il y avait 7000 pages de dialogue, donc un scénario normalement c'est une centaine de pages. Je parle en modèle, final draft, ou en tout cas la version formatée d'un scénario. Et du coup, on n'accorde pas tout à fait le même soin à chaque ligne de dialogue forcément, sauf quand on est beaucoup et qu'on fait des jeux vraiment très très haut niveau. Et au cinéma, c'est très différent. Étant donné qu'il n'y a qu'une centaine de pages, chaque virgule, chaque mot va faire l'objet d'une attention particulière, y compris dans les commissions de films qui vont juger ces projets, qui vont accorder du financement. Donc la partie financement, c'est encore complètement différent. Le financement du jeu vidéo et le financement du cinéma sont très très différents.
Et du coup, ça peut être assez heureux pour quelqu'un qui vient du jeu vidéo. On a l'habitude de remanier, remixer un peu tout ce qu'il fait. Au cinéma, il y a une référence qui est quand même, en tout cas dans mon expérience, qui est quand même plus importante. Oui, j'ai aussi envie de dire que quelque chose qu'on perd au final quand on passe d'un jeu vidéo à un film, c'est si on adapte un jeu vidéo en un film, en une série, c'est aussi tout ce qui va être liberté du joueur, de la joueuse. Dans le sens où, dans un jeu vidéo, notre point de vue n'est pas forcément fixe. On n'a pas une caméra qui va définir un plan, qui va être fixe et tout. Notre caméra, parfois, elle va être libre et on va pouvoir faire aussi ce qu'on veut dans le jeu. Si on décide de suivre une quête, la quête principale, par exemple, d'aller tuer le gros méchant, et pour ça, on doit récupérer les 3 cristaux magiques qui nous permettent de tuer le gros méchant, on peut suivre la quête principale, ce qui va être le fil conducteur d'un film, par exemple, ou alors on peut juste décider d'en avoir absolument rien à faire du gros méchant et d'aller récolter des plantes sur la plage et pour ensuite aller faire des petites potions et boire des verres avec ses compagnons de route dans un jeu. Donc c'est toute cette liberté et ça, notre joueur, notre joueuse, c'est eux qui décident de ce qu'ils font à ce moment-là, en tout cas pour ce type de jeu. Ça c'est intéressant parce que quand j'arrive dans ce qu'on appelle une writing room, donc c'est une salle dans laquelle on écrit à plusieurs, qui peut être virtuelle. Hein. Donc, sur une série télé, par exemple, souvent, on a plusieurs auteurs, puisque il y a beaucoup d'épisodes, et puis c'est rare qu'une personne écrive tout. Et puis c'est plus salutaire aussi d'avoir plusieurs personnes qui échangent des idées. En jeu vidéo, c'est beaucoup plus fréquent d'avoir des writing rooms aussi. Au cinéma, c'est un peu moins, il y a de la coécriture, mais on ne parle pas vraiment de writing room. Mais quand j'arrive dans une writing room, souvent, parce que je viens aussi du jeu vidéo, je leur pose la question, pourquoi est-ce qu'on continue à regarder à ce moment-là ? Donc, quelle est la motivation ? Parce qu'en jeu vidéo, à n'importe quel moment, si le joueur s'ennuie, il arrête de jouer, il poste un commentaire sur Internet, d'autres personnes arrêtent de jouer. Donc voilà, c'est beaucoup plus endémique et il y a eu cette urgence de toujours garder l'intérêt du joueur. Donc toujours d'avoir de la gratification ou d'avoir un objectif qui est toujours concret, même si ce n'est pas l'objectif final du jeu, il y a toujours des missions, des objectifs à court terme qui font qu'on a toujours une raison de jouer. Au cinéma, on a tendance à oublier ça, en télé aussi, et on se dit, ils ont envie de connaître notre histoire. Non, c'est-à-dire que si ce qu'on appelle le ventre mou, donc à la moitié, au 3e, au 4e épisode d'une mini-série, on sait plus ce que le personnage veut, on sait qu'il va se passer quelque chose de très important dans 20 minutes, mais en attendant, le public ne le sait pas. Il y a une perte d'intérêt, et donc c'est très facile de couper avec sa télécommande et de ne pas regarder la suite. Mais alors, dans l'autre sens, comment ça se passe quand un jeu vidéo décide de s'inspirer, d'adapter un film ? Quels sont les facteurs, les éléments indispensables qu'il faut prendre en compte pour que ce soit une transposition la plus réussie possible ? Il y a très peu de succès déjà. Donc il y a plus de succès dans l'autre sens que dans ce sens-là. Un succès récent, c'est le dernier Indiana Jones en jeu vidéo, qui n'adapte pas un épisode d'Indiana Jones, mais s'inspire de l'univers et de tous les codes, y compris du personnage principal, donc de l'IP, de la propriété intellectuelle, pour créer de toutes pièces une nouvelle aventure d'Indiana Jones qui se trouve est meilleure que les 2 derniers Indiana Jones qui sont sortis au cinéma. Pourquoi ? Parce qu'elle renoue avec les films d'antan, parce que le personnage d'Harrison Ford, qui a beaucoup vieilli au cinéma, pour un rôle comme ça, un rôle d'aventurier, c'est un problème de vieillir. Normalement, on remplace l'acteur, tandis qu'en jeu vidéo, on est immortel. On a récupéré l'Indiana Jones jeune, de l'Arche perdue, du Temple maudit, etc. Et tous les codes, la musique, tout est respecté. Ça ressemble presque à un hommage. Donc on continue l'univers, mais en même temps, il y a très peu de transgressions. Donc forcément, c'est aussi plus safe, quelque part. Après, il y a, quand on adapte un jeu en jeu vidéo, par exemple Robocop, que Nacon a adapté récemment aussi à succès. Pareil, ils ont respecté les codes du film. Ils ont considéré en fait le film comme une sorte de Graal, une sorte de Bible. Et ils ont respecté tout ça. Ils ont créé une nouvelle aventure de nouveau. Donc ça marche. Là où ça marche beaucoup moins bien, c'est quand le jeu vidéo prend beaucoup plus de liberté ou essaye de répliquer à l'identique un film existant. Parce que ça arrive aussi et c'est toujours un petit peu catastrophique. Et ça, c'est plutôt des advergames. Alors, c'est plutôt des jeux qui sont là pour inciter les gens à découvrir le film au cinéma. On pense à tous les Toy Story, tous les jeux Harry Potter, à part Hogwarts, mais tous les jeux Harry Potter qui sont sortis. Tous ces jeux n'étaient là que comme des produits dérivés des médiums principaux que sont le roman et surtout le cinéma qui génèrent beaucoup plus d'argent. Et voilà, donc ça dépend un peu du but qu'on a
parce qu'il faut aussi payer des droits, forcément, quand on adapte ce type d'œuvre. Et donc, il y a une balance économique à faire. Et souvent, le joueur n'est pas dupe. Il sait que le jeu ne va rien apporter. Il y a un autre jeu que j'aimerais bien citer, que je trouve qu'il fait une adaptation formidable de l'IP dont il est tiré, c'est Alien Isolation, qui est du coup tiré de la licence Alien, qui justement reprend cet aspect huis clos, qui reprend toute cette peur que l'on peut avoir du fait qu'il y a la bestiole qui se balade quelque part dans le vaisseau, mais en plus on a des autres humains, des autres androïdes qui sont là, qui ne sont pas forcément nos amis non plus, et on retombe bien en fait dans l'univers, mais vraiment créé sous forme de jeu, et avec toutes les émotions de peur qui sont décuplées en fait, puisqu'on est vraiment au premier centre, enfin au premier point de vue de l'héroïne ici. Et c'est assez salutaire aussi pour les fans, c'est-à-dire que pendant des années, maintenant Star Wars évidemment s'est développé à la télévision et au cinéma, mais pendant des années c'était un peu fixe, il y avait 6 films, il y en avait 3 d'abord, puis 6, et le jeu vidéo, comme la bande dessinée d'ailleurs, ont permis de manière non canonique d'étendre l'univers de Star Wars en jeu vidéo à foison. C'est la première plateforme d'ailleurs avec la bande dessinée qui l'a vraiment fait et qui l'a fait en respectant vraiment l'œuvre originale. Donc ça a été pareil pour Harry Potter, mais ça a été pareil aussi plein d'IP. On sait que c'est plus ou moins fixe, on sait qu'il ne se passera plus ou moins rien au cinéma, à moins de revoir la même histoire. Donc quand on a une échappatoire dans l'univers, en plus maintenant on a les mondes ouverts, donc on ne sait pas seulement s'échapper dans l'univers, c'est carrément s'y perdre et puis s'immerger complètement. C'est vraiment tentant pour les joueurs. Ouais. Et parmi les succès récents de transposition du jeu vidéo vers le cinéma et les séries, donc je prends les exemples de Arcane, adapté de League of Legends, et The Last of Us. Donc il y a une série qui est en prise de vue réelle, l'autre une série d'animation, et elles sont toutes les deux très très bien fonctionnées. Pensez-vous qu'il y a un médium qui soit plus facile à utiliser qu'un autre quand on transpose un jeu vidéo vers le cinéma ou la série, l'animation ou la prise de vue réelle? Ça dépend vraiment en fait de ce qu'on veut faire ressentir, ça dépend du matériel de base aussi, de ce qu'on peut retrouver dedans. Après moi je vais vous dire, mon premier amour c'est l'animation, donc bien sûr je vais défendre l'animation. Surtout qu'Arcane, en fait le point fort d'Arcane, que cette série soit faite en animation, ça permet justement d'avoir une direction artistique cohérente sur tous les effets visuels, tous les plans, toutes les lumières, toutes les couleurs. Tout peut être réfléchi, tout peut être travaillé en post-prod, tout peut être travaillé dès le storyboard. Et il y a une cohérence qui est beaucoup plus une cohérence artistique qui est beaucoup plus facile à atteindre. Et aussi, pour le sujet d'Arcane, je trouve que c'est important aussi de dire que par rapport au jeu vidéo League of Legends, c'est pas tant une adaptation du jeu vidéo même de League of Legends dans lequel il n'y a pas toutes ces histoires de lore, de world building. Par contre, il y a tout un aspect transmédia qui existe avec League of Legends qui sont des nouvelles, des comics, des courts-métrages qui justement inspirent. C'est plus cet aspect transmédia qui a inspiré la série que vraiment le jeu où c'est un tower defense au final, si je dis pas de bêtises, où on doit taper le camp adverse jusqu'à ce qu'il meure. Pour résumer très gros. Ils ont triché, c'est-à-dire que Arcane aurait pu exister sans League of Legends. L'histoire n'a rien à voir avec League of Legends. Il y a quelques paramètres, quelques technologies qui sont similaires. L'univers est plus ou moins similaire, mais vraiment de très loin. Mais c'est les personnages qui ont été davantage développés. Alors oui, dans League of Legends, bon, il y a des héros, mais c'est quand même, on parle de jeux massivement jouables, enfin multijoueurs, massifs, online, etc. Donc les joueurs, comme tu l'as bien décrit, ne sont pas là pour l'histoire. Arcane a sans doute aidé l'IP League of Legends, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que en termes de marketing, c'était énorme de mettre le mot League of Legends pour toucher justement les masses, toucher les jeunes. Et les digital natives, c'était vraiment très très important. Et c'est pour ça que le médium animation s'y prêtait aussi très très bien, qui est un médium que cette génération-là consomme énormément. Après, c'est comparable à Joker, par exemple, de Todd Phillips, où c'est l'univers de Batman, mais il aurait pu faire le film sans Batman. Ça n'a rien à voir. Il a réinventé l'histoire du Joker, c'est un monde réaliste. Donc il s'est juste servi, en termes de marketing, c'est pas lui, mais je veux dire Warner et DC se sont servis de ça pour faire un film qui a eu un levier de succès grâce à une IP en la changeant complètement. Mais ce que tu citais, c'est-à-dire Last of Us, c'est encore particulier parce que là, Neil Druckmann adapte presque littéralement son jeu vidéo, à tel point que si on est
vraiment fan du jeu vidéo, on n'a pas besoin de regarder la série parce qu'on va avoir zéro surprise, à part peut-être un épisode, l'épisode 3 de la saison 1, pour ne pas le citer. Mais sinon, on sait où ça va. Voilà, c'est juste pour les gens qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, en fait. Donc, ils vont regarder la série. Ceux qui ont joué au jeu, ils vont être déçus par certains points de la série parce qu'il y a des déceptions. Comme c'est une adaptation assez littérale, il va y avoir des déceptions. Et inversement, les gens qui ont regardé la série, qui se mettent à jouer au jeu, généralement, ils droppent. Donc, c'est le cas de mon épouse, par exemple. Elle dit c'est la même chose. Donc, pourquoi est-ce que je dois passer 18 heures de jeu pour une série que j'ai mis 5 heures à regarder? Donc, ça ne marche pas. Non, un succès qui est beaucoup plus, je trouve, parlant, énorme succès de ces dernières années, c'est Fallout. Fallout, d'abord parce que l'univers de Fallout est plus ou moins mort en jeu vidéo. La compagnie Bethesda avec quand même encore des problèmes. Enfin, Fallout a aidé la série. Mais là, c'est pareil. Ils créent une nouvelle histoire, mais avec tous les codes de Fallout. C'est-à-dire que chaque jeu Fallout, c'est un silo particulier, un abri particulier avec son numéro, avec son écosystème. Ils ont repris tout ça, ils l'ont adapté, ils ont changé forcément l'histoire, puisque c'est une histoire complètement inédite, mais ils ont gardé l'humour décalé, ils ont gardé l'univers, ils ont gardé une légèreté, et en même temps le jeu est sanglant, la série est sanglante aussi. Ils ont gardé ce cocktail unique à Fallout et ils l'ont transposé en série télé. Et ça a ravivé le jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez expliquer le jeu vidéo Fallout? Je ne sais pas du tout. Alors Fallout, je crois qu'il y a eu 5 jeux au total. Alors on a 1, 2, 3, 4 et 72 là. 72 et New Vegas qui a été aussi réalisé par Obsidian, vers là où la série a l'air de se diriger d'ailleurs. Oui, et il y a un jeu mobile aussi qui marche assez bien, qui est un jeu de management de Shelter, Fallout Shelter, d'abri. Et pareil, là aussi, ils ont été très intelligents avec le jeu mobile. Ils ont pris la mascotte de Fallout, qui est dans la série à l'identique que dans les jeux vidéo, et ils ont fait les personnages de ce jeu mobile, parce qu'ils ont tenu compte des contraintes mobiles qui ne permettaient pas de faire de l'hyper-réaliste. Donc Fallout, c'est un jeu post-apocalyptique où, en gros, il s'agit de survivre dans un monde qui s'est arrêté aux années 50. Il y a une détonation nucléaire, enfin plusieurs détonations nucléaires dans les années 50, et la technologie s'est un peu limitée à ça, donc une technologie post-nucléaire. Et l'idée, c'est de jouer chaque fois des survivants à un moment où ils ont vécu dans des abris. Ils n'ont connu que leur abri, et puis à un moment donné, l'abri s'ouvre, et le survivant doit sortir dans un monde désolé, et il a plusieurs buts dans ce monde. C'est un genre très particulier, mais en même temps qui a inspiré énormément de séries, notamment la série Silo, ou même Paradise, que vous avez peut-être vu. C'est une série très récente d'Apple, ou de Hulu, je ne sais plus, mais là qui vient de terminer sa première saison. Tout ça, c'est inspiré de Fallout. Mais là où la série fait fort, c'est qu'il ne s'inspire pas du jeu vidéo, il renouvellait le genre complètement. Et c'est pour ça que ça a été un gros succès, je pense, et que ça va continuer à l'être. Et je voulais revenir sur Arcane. Est-ce que on sait si la série a été bien reçue par les joueurs de League of Legends? Parce que j'ai l'impression que ça a permis d'ouvrir justement, et que nous, Hélène et moi, on a regardé alors qu'on n'était pas du tout intéressés par le jeu. Mais vous n'êtes toujours pas intéressés par le jeu? Non. Voilà, et c'est un peu là. Justement, qu'est-ce que ça donne du côté des joueurs? C'est pareil, c'est-à-dire que le truc, c'est que les joueurs de League of Legends ne sont intéressés de l'e-sport. Donc ces gens-là ne sont intéressés que par des choses qui vont les aider à améliorer leur score, leur performance sportive dans le jeu vidéo. Si regarder Arcane, ça leur permet de faire plus de clics à la seconde, d'optimiser leur team management, alors pas de problème. Mais comme ça, non, ça n'amène que de l'histoire. Alors c'est super, par exemple, si vous êtes 8-12 heures par jour devant l'écran de votre PC à jouer à League of Legends et que votre petite amie n'est pas très contente par rapport à ça, vous lui faites voir Arcane, elle trouve ça formidable, et puis elle commence un peu à dire « Ah ben oui, non, finalement, ça m'intéresse ce que tu fais, c'est pas mal, t'es tout de suite beaucoup plus cool ». Ça peut jouer. Mais moi, d'expérience, je connais des joueurs de League of Legends chevronnés qui ont des teams, etc. Généralement, ils ne sont pas très... En fait, Arcane leur a plutôt fait du tort, parce que c'est une niche, ils aiment bien leur niche, ils aiment bien être dans leur écosystème impénétrable presque, parce qu'on ne s'initie pas à League of Legends comme ça, c'est assez compliqué de rattraper le train en marche, et d'avoir tout d'un coup le Kidam Netflix qui débarque et qui tout d'un coup s'intéresse à League of Legends, ça les irrite quand même un petit peu.
Après, si, pour parler d'expérience personnelle, il faut que je vous avoue, je me suis mise à League of Legends après avoir vu la saison 1 d'Arcane, pour le coup. Parce que je me suis dit, ouais, mais incroyable ces personnages, vraiment, ça donne envie de connaître ce jeu. Je m'y suis jamais intéressée, il y avait juste mes ex qui y jouaient, et si c'est mes ex, c'est pour une raison, donc j'avais pas envie d'y rejouer. On y revient, tu vois. Mais du coup, vas-y, je me lance. Et heureusement, je me suis lancée dessus avec des amis qui avaient très envie de me faire découvrir le jeu, et j'ai passé un bon moment dessus. Oui, on peut passer un bon moment sur ce jeu. J'avais pas mal accroché, mine de rien, même si c'est un peu rebutant au début, ça fait un peu peur. C'est très long comme partie. Une partie, ça dure 40 minutes plus ou moins. Donc c'est quand même, c'est un investissement. Est-ce que je regarde un épisode de série, est-ce que je fais une game de League of Legends, lequel va me prendre plus de temps au final? Est-ce que je vais avoir envie de relancer des games après et de perdre toute ma soirée, ou de m'arrêter après un épisode de série? Voilà, c'est tout le dilemme qu'on peut avoir là-dessus. Et là, les exemples qu'on cite, ce sont des exemples d'adaptations plutôt récentes, mais évidemment, les adaptations de jeux vidéo en cinéma et séries, ça date pas d'hier. D'ailleurs, certains parlaient d'une malédiction des adaptations de jeux vidéo. Je pense par exemple, Lara Croft, Tomb Raider, il y a Prince of Persia aussi qui est inspiré d'un... Il y a toujours pire. Hein. Il y a vraiment pire. Je ne sais pas si vous connaissez Uebol, le réalisateur allemand. Alors, Uebol, c'est un spécialiste d'adaptation de jeux vidéo, et il a ruiné les plus grandes propriétés intellectuelles. C'est le premier à l'avoir fait. Parce qu'à l'époque, justement, personne ne croyait à l'adaptation. Tout le monde voulait faire des adaptations en jeux vidéo de films, mais pas l'inverse. L'ascenseur inverse était quand même très rare, et du coup, il a acheté toutes des propriétés intellectuelles bradées, des énormes propriétés intellectuelles, et il s'est lâché. Il a fait des films vraiment, vraiment immondes. Il suffit de voir sa filmographie, et il vient encore d'en sortir un, là, j'ai l'impression, cette année. C'est vraiment des nanars, et à cause de gens comme ça, et aussi parce que les films sont faits pour des bouchées de pain, donc c'est vraiment de la série B, voire Z des fois, et ça a donné une mauvaise... Oui, ça a donné cette idée de malédiction, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ah non, pas encore une adaptation. Évidemment, les Resident Evil n'ont pas aidé. Resident Evil 1 avec Mila Jovovich n'est quand même pas un grand film, toutes les séquelles non plus. Moi, j'ai quand même un peu d'affection pour ces films-là, parce qu'ils ont quand même réussi à tenir, ils en ont fait quand même beaucoup, et ça a évolué. Mais alors, les Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, enfin, tous ces films-là ont contribué à la malédiction d'une nanar adaptation de jeux vidéo, et il y en a énormément. Quand s'est passé le déclic? À quelle époque, quelles évolutions technologiques, narratives, est-ce qu'on peut associer justement ce changement de regard et le fait que certaines adaptations sont passées d'échecs commerciaux et critiques à finalement, est-ce qu'on peut qualifier de bons films et bonnes adaptations? Je dirais peut-être les tentatives de ces 10 dernières années potentiellement. Là, une à laquelle je pense beaucoup et qui me faisait très peur, c'était l'adaptation de Super Mario au cinéma, même si c'était fait par le studio Illumination. Donc voilà, encore une fois, mon cœur d'animatrice, je me disais c'est bon, c'est Illumination, ils vont réussir à faire quelque chose de bien. Sachant que Mario avait un passif, je ne sais plus si justement il avait aussi adapté des films. Oui, il y a un film catastrophique d'adaptation de Mario Bros avec... dont un film des années 80 que Nintendo a essayé de racheter pour le faire disparaître, tellement c'était mauvais. Et d'ailleurs, ça a été un problème, ils ont dû le remettre sur le marché parce que l'autre seule adaptation qu'il y avait malheureusement était un pastiche pornographique qui ressortait à chaque fois qu'on tapait Mario Bros adaptation. Et ça a été un truc assez énorme. Mais après ça, c'est vrai que plus personne n'a osé se risquer à adapter Mario au cinéma. Il y a eu 2 tournants. Le premier, c'est d'autres se sont cassés les dents, c'est-à-dire sur d'autres secteurs. Adaptation de bande dessinée super-héros, donc on a connu tout un tas d'adaptations de super-héros qui n'ont pas marché. Je ne parle pas de Superman des 70s, mais il y a eu beaucoup d'adaptations de Spider-Man, de Batman qui ont été des fiascos. Et puis Marvel est arrivé avec son gros Marvelverse, le MCU, etc. Et là, ils ont commencé à se dire, si eux arrivent à adapter des bandes dessinées qui étaient quand même loufoques, hein. Les comics américains, c'est que des effets spéciaux dans tous les sens. C'est des personnages qui portent des collants, qui sont habillés en mouches, qui sont habillés en abeilles, en serpents, etc. Si eux ont réussi, alors il est temps qu'on s'y colle aussi. Donc ça, c'est le premier tournant. Et le deuxième tournant, c'est l'évolution technologique, notamment des effets spéciaux, de l'intégration des CGI, donc Computer Generated Infographics, où là, on a commencé à arriver au photoréalisme et on s'est dit, tiens, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à un Mario qui a la même tête.
Sonic, par exemple, est passé par tout un tas d'itérations et finalement, ils sont quand même retombés sur un Sonic qui ressemble au Sonic du jeu vidéo. Parce qu'ils en avaient fait un personnage beaucoup plus humanoïde, beaucoup plus effrayant. C'était un peu particulier. Et là, il y a commencé à avoir... Et puis, il y a un troisième, je veux dire, c'est pas un tournant, mais il y a une évolution, c'est que la culture vidéoludique a atteint les adultes. Donc, pendant tout un temps, c'était les enfants qui jouaient à des jeux vidéo. Les enfants, c'est nous. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'ai presque 50 ans. Je joue depuis que j'ai 8 ans. Ma culture vidéoludique fait qu'aujourd'hui, si un jeu Indiana Jones sort, je l'achète direct parce que c'est mon enfance. Mon père, c'est pas son enfance. Est-ce que vous avez des exemples de films ou de séries dans lesquels le gameplay du jeu vidéo transparaît ou a été justement un peu transformé lors de son adaptation au cinéma ou en série, de manière effectivement à ce que ça puisse convenir pour un spectateur passif, contrairement au joueur qui est actif? Alors là, je pense à un film particulier. Je sais pas comment dire. Ça a d'abord été le jeu en premier, ça a d'abord été le film en premier, ça a d'abord été le jeu de rôle en premier, mais le film Donjons et Dragons fonctionne extrêmement bien là-dedans, dans le sens où on ressent le chaos d'une partie de jeu de rôle dans ce film-là. Et c'est très rigolo parce que le film est sorti, je pense, quelques mois avant la sortie de Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 qui était un succès immense et tout, et qui reprend justement aussi les mécaniques de jeu de rôle, qui ensuite, suite au succès de Baldur's Gate 3, le film de Donjons et Dragons qui n'avait pas très bien fonctionné à sa sortie, il y a eu une relance, les fans de Baldur's Gate 3 sont allés le voir, qui ont ensuite adoré ça, et c'est un petit serpent qui se mord la queue parce que justement on ressent en fait ces mécaniques de jeu de rôle dans le film, de par exemple des succès critiques. Je pense qu'à un moment un personnage jette une patate sur un garde et en fait ça fait un mouvement absolument incroyable et qui n'arrive que dans les jeux de rôle, mais finalement là ça arrive dans le film et c'est très très rigolo. Oui, tout l'intérêt d'avoir une propriété intellectuelle qu'on va pouvoir réactiver par un média ou par l'autre, parce que là, les gens auraient pu simplement se tourner vers le jeu de rôle, mais ils ne sont pas tournés vers le jeu de rôle, ils sont tournés vers Donjons et Dragons, parce que c'est la licence qui parapluie de tous ces médias-là. Après, il y a aussi des sensations vidéoludiques qu'on peut avoir dans des films qui ne sont pas des adaptations de jeux vidéo, mais qui sont très inspirés du jeu vidéo. Bon, mes amis Adil et Bilal qui ont fait le dernier Bad Boys jouent énormément à des jeux vidéo, et si vous regardez le dernier Bad Boys 4, le scénario n'est pas grandiose, ok, mais c'est pas eux qui l'ont signé, mais il y a des phases de FPS, donc vraiment de first person shooting, donc comme vous pouvez avoir en jouant à Call of Duty notamment, et ils y tenaient énormément. Ils ont développé une caméra pour ça, toute une technique. C'est toujours les mêmes métiers, on a toujours un monteur, caméra, perchiste, ça reste quand même grosso modo la même chose, des acteurs, un réalisateur, etc. Mais par contre, dans la technicité de ces métiers, il y a des choses qui évoluent. On en a parlé un peu avant l'enregistrement, mais par exemple les coordinateurs d'intimité, pour l'instant, en jeu vidéo, ça n'existe pas. Ça existe, mais ce n'est pas encore obligatoire et accepté comme c'est le cas aujourd'hui au cinéma. Si on le fait, c'est généralement la demande d'un agent, d'un acteur, mais il n'y a pas encore vraiment, ou parce que le studio a décidé d'intégrer ça dans leur pratique. Mais quand on est sur un budget serré, tout ce qui n'est pas obligatoire généralement, on ne le fait pas. Mais on sent que ça va arriver. On sent que ça va arriver parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, et là ça a évolué, passe beaucoup par la motion capture. La motion capture, c'est quand même des gens dans une pièce avec des capteurs qui se comportent vraiment, qui jouent vraiment les scènes. Aujourd'hui, ces scènes sont jouées de plus en plus en temps réel, de moins en moins avec des capteurs, grâce à l'IA notamment. On est capable aujourd'hui de faire la motion capture sans aucun capteur, juste avec des caméras qui filment les acteurs, et les mouvements vont être après extrapolés, etc. Donc, ils vont devoir vraiment mimer les scènes d'amour, etc. Des fois, devoir se déshabiller, ça va arriver. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça va arriver. Donc voilà, il y a quand même cette évolution-là dans les corps de métier, et il faut évidemment se former de manière continue, il faut être au courant de toutes ces choses, parce que les autres vont le faire. Donc c'est la technologie qui évolue tout le temps. Et vous observez de plus en plus de ponts entre des gens justement qui travaillent dans le cinéma, la série et le jeu vidéo. Ça, c'est aussi un phénomène, je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais que vous observez. Donc moi, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent, à titre personnel, que je sois appelé sur tous les tableaux. Avant, c'était plus exceptionnel. Aujourd'hui, c'est vraiment normal qu'ils recherchent aussi quelqu'un qui a de l'expérience dans le cinéma, en jeu vidéo. Après, il y a des métiers. Moi, je travaille avec des collaborateurs, par exemple le storyboarder.
même si l'IA est là et menace les storyboarders. Et on espère parce que c'est quand même un vrai dialogue qu'on a avec le storyboarder. Et je ne pense pas que même j'ai essayé de prompter mes scènes et l'IA n'arrive jamais à comprendre vraiment ce que je veux lui dire. Il y a quand même un rapport humain. Peux-tu rappeler l'importance du storyboard ? Le storyboard, ce n'est pas toujours important, ce n'est pas toujours nécessaire. Moi, il se trouve que j'ai la chance de pouvoir travailler avec certains storyboarders belges et étrangers qui interprètent mon travail visuellement. Donc c'est vraiment le tampon entre le réalisateur et le scénariste, parce qu'il va travailler à la manière d'une bande dessinée, il va mettre les mouvements de caméra, on va voir le sentiment d'action. Des fois, moi, ça m'oblige à réécrire, parce que je dis, ah oui, moi je voyais la scène comme ça, mais si toi tu l'interprètes comme ça, c'est que tout le monde va l'interpréter comme ça, donc ça nous oblige à modifier les choses. Et aujourd'hui, je travaille avec le même storyboarder d'ailleurs sur du jeu vidéo, sur la série ou sur le film. C'est la même personne qui travaille. Et il n'est pas spécialement joueur lui-même, mais il sait que les caméras se déplacent dans un univers 3D temps réel comme au cinéma, même mieux qu'au cinéma, on va dire. Oui, je suis contente d'en parler du storyboard aussi, parce que pour le coup, j'ai été storyboardeuse au début de ma carrière. Même si c'était pour des publicités à l'époque, maintenant je réutilise quand même tout cet arsenal de compétences de storyboard pour ce qui est développement d'une scène dans un jeu indé. Encore une fois, dans l'indé, on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas beaucoup de personnes sur le jeu, et du coup on se retrouve à avoir plusieurs casquettes et à la fois faire du game design, de la narration et parfois même du storyboard en même temps, où là je dois discuter avec mon directeur artistique pour avoir une scène qui fonctionne. Notre caméra est libre, on va faire un storyboard, mais par exemple en vue dessus, par exemple, où on va potentiellement poser les différents plans qu'on peut avoir, certains plans fixes qu'on pourrait avoir. Ensuite, notre personnage va être libre. Quels vont être les points d'intérêt dans cette scène ? Ça va inclure aussi le fait qu'on doit maîtriser un petit peu de level design pour faire ça. Ça mélange plein de métiers en même temps, en fait, au final. Même si, à la base, ce sont des compétences en storyboard qui se sont peu à peu transformées pour répondre aux besoins qu'on avait besoin sur des productions indépendantes. Mais il y a plein de métiers qui sont dans tous les secteurs, dans les acteurs maintenant. On a parlé de la motion capture, mais du doublage aussi. On sait que c'est des acteurs qui doublent, ce n'est pas juste des gens qui ont une voix. Il faut savoir jouer en doublant. Et puis, tous les métiers techniques, tous les métiers artistiques, comme par exemple le compositeur ou la compositrice, aujourd'hui, c'est le même niveau de musique que vous allez trouver au cinéma, les orchestrations, etc., que dans un jeu vidéo. D'ailleurs, ça sort par les mêmes enceintes. Chez vous, c'est du 7.1, du THX, du DTS, enfin tout ce que vous voulez. Tandis qu'avant, on était quand même en MIDI, en 8 bits. On était très limité en termes de gamme sonore. Ça demandait vraiment une compétence particulière qui aujourd'hui revient pour des compositeurs rétro qui aiment bien faire ça dans leur coin. Mais en gros, c'est la même chose pour les effets spéciaux. Donc les effets spéciaux de cinéma aujourd'hui sont faits avec les mêmes outils que ceux du jeu vidéo. Du coup, c'est les mêmes compétences. Les studios d'effets spéciaux les plus renommés aujourd'hui travaillent aussi bien sur le jeu vidéo que sur des grosses productions hollywoodiennes. Sur le point de vue musical aussi, ça me rappelle une anecdote qu'on a eue sur Caravan Sandwich, c'est qu'on a fait appel à une compositrice qui de base travaillait pour des séries et des films, Antinomy, où c'était sa première production de jeux vidéo, et du coup elle a dû apprendre à faire des musiques qui allaient correspondre au genre du jeu vidéo, au médium même du jeu vidéo, dans le sens où c'est pas seulement juste faire une musique, une bande-son qui va être intéressante, c'est aussi une bande-son qui boucle. Et sur laquelle il y a plusieurs couches qui peuvent se rajouter en fait. Et on ne voit pas la boucle. Et on ne voit pas la boucle. Donc ça, c'est vrai que pour les compositeurs, on a souvent ça. Ils ont une partition qui est chouette, mais on dit mais elle s'arrête. Alors qu'ici, oui, mais combien de temps elle doit durer ? On ne sait pas. Donc c'est-à-dire le joueur peut tourner en rond pendant 2 heures et avoir la même musique pendant 2 heures, ou il peut aller droit au but et puis ça va durer que 10 minutes. Donc voilà, ça c'est vrai que pour eux c'est un challenge. Mais après, à côté des compositeurs, il y a les sound designers qui peuvent se charger aussi de toute cette partie d'intégration, de sound effects, etc. Donc voilà, il y a plusieurs couches. Et justement, tout à l'heure, tu as évoqué le FPS, donc qui est un élément esthétique qu'on reprend du jeu vidéo et qu'on intègre au cinéma. Est-ce que vous pensez à d'autres éléments de ce type qu'on retrouve dans les deux médiums, les deux médias ? Alors oui, il y a des expériences. Par exemple, le branching. Le branching, c'est la possibilité, quand on fait un choix, que ça influence l'histoire dans une direction, puis on peut revenir à l'arrière, à la limite, et faire un autre choix. Il y a eu des expériences comme ça. Sur Netflix, vous avez Bandersnatch, l'épisode de Black Mirror, qui utilise d'ailleurs un moteur de jeu vidéo
faire ça, c'est des expérimentations. C'est-à-dire on le fait une fois, deux fois, on s'amuse un petit peu, puis on voit très vite l'histoire perd en cohérence, tout devient un petit peu absurde, plus léger. Surtout, on perd l'impact émotionnel. C'est ça qui est étrange, c'est que autant dans un jeu vidéo, on va avoir l'immersion émotionnelle, l'empathie, etc., parce que le design, le game design est cohérent avec l'expérience. Autant au cinéma, quand on emprunte des mécaniques qui ne sont pas faites pour le cinéma, du coup, ça nous détache de l'empathie, ça nous détache, tout semble tout d'un coup plus léger, ça nous sort, en fait, ça brise le quatrième mur. Donc, ça nous sort de la salle de cinéma, enfin, on n'est plus dedans. Donc, c'est assez délicat, ce type d'expérimentation. Après, il y en a quand même, il y a Enter the Void de Gaspar Noé qui utilise une caméra subjective, qui a été faite aussi dans des films comme Crank, etc., qui sont des genres complètement différents. Mais c'est toujours de l'expérimentation. C'est rarement quelque chose où on se dit « Ah tiens, là, je ne suis pas dans un film, on n'a pas l'impression d'être dans un film quand c'est comme ça. Aujourd'hui, on est tellement abreuvé en fait de tous les côtés, c'est-à-dire tout ce qu'on voit se ressemble finalement à le même rythme, le framerate, c'est quelque chose on n'en parle pas, mais c'est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on joue à un jeu en FPS, donc les frames par seconde, vous jouez à un jeu à 144 FPS, vous jouez au même jeu à 60 FPS, vous avez l'impression que vous êtes au ralenti, surtout un jeu de course, etc. Mais à l'époque, quand vous jouiez à 60 FPS, c'était déjà super rapide, mais c'est le fait d'y retourner. Et c'est pareil pour le cinéma. Si vous revoyez des films des années 60, des années 70, même des films où l'impression de vitesse est censée être à son paroxysme, ça va vous sembler hyper lent parce que le jeu vidéo a fait en sorte que votre perception a évolué, que le cinéma d'aujourd'hui s'en est inspiré pour vous faire aller vite. Et ce n'est pas que la vitesse. La tension, le thriller, l'horreur, le trauma, tout ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. On pourrait aussi aborder la question des FMV dans les jeux vidéo. Les FMV, c'est les Full Motion Video, si je ne dis pas de bêtises dans l'abréviation du terme, où ce sont des jeux vidéo qui vont utiliser des vidéos des séquences live ou animées. Dans les 10 dernières années, on a quelques jeux qui sont sortis, qui sont assez intéressants. J'ai encore oublié son nom, Sam, quelque chose. Le créateur de Her Story et de Immortality. Qui sont en fait 2 jeux vidéo. Pour Her Story, vous êtes dans un jeu interface où vous avez un ordinateur devant vous, vous pouvez voyager dans les fichiers de l'ordinateur et quand vous voyagez dans les fichiers, vous tombez sur des captures vidéo d'un interrogatoire d'une jeune femme. Et à chaque fois que vous écoutez des vidéos, vous entendez des mots-clés que la jeune femme va dire ou que vous avez devant vous. Ces mots-clés vous permettent ensuite d'aller dans l'ordinateur, de taper ces mots-clés et de tomber sur d'autres vidéos. Et tout le but du jeu, ça va être d'essayer de reconstruire les événements pour lesquels la madame elle est interrogée et essayer de décortiquer le fin mot de l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé ici. Ça me parle, ça. Il est très très bien. D'ailleurs, je trouvais que c'était intéressant d'en parler, vu qu'on parle de cinéma. C'est qu'il y a sur Alan Wake 2, les gens de ma génération ont adoré le jeu. Dans le jeu, on nous parle d'un court-métrage, d'un film qui, justement, explique un petit peu tout le plot du film. Et à un moment, vous avez un niveau où il y a une salle de cinéma. Vous pouvez vous mettre dans la salle de cinéma en tant que joueur. Et regardez le film de 12 minutes qui est joué. Le film est entièrement joué en prise de vue live. Avec des effets spéciaux, avec les acteurs qui sont les membres du studio. C'est fait très sérieusement, en même temps c'est drôle parce que c'est aussi secondaire quand même. Et il y a une autre phase de jeu qui est un clip vidéo, un clip musical. Vous traversez un concert avec des écrans qui s'allument, des effets... comme des effets sur scène de feux d'artifice et tout, et vous avez vraiment l'impression d'être dans un clip, et c'est hyper cheesy, c'est hyper métal des années 90 et des années 80, parce que, de nouveau, les membres du studio sont à fond là-dedans. Donc tout ça, je dis, tout est vraiment super bien intégré, mais c'est une expérience, et une fois qu'on l'a fini, généralement, on ne le refait pas, parce que c'est une émotion un peu primale comme ça. Donc c'est vraiment des formes hybrides. Enfin, là, on ne sait plus trop où on est. La frontière devient complètement floue. Oui, c'est des acteurs réels. Donc, il y a des parties en cinématique où l'acteur est modélisé en 3D et il y a des parties où l'acteur est lui-même, c'est-à-dire c'est filmé à la caméra. Et la frontière entre les deux est ténue et elle est intégrée. C'est-à-dire que quand on est en prise de vue réelle, on se dit « Ah tiens, on est dans un point de vue particulier ». On ne sait plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans le jeu. Et il joue là-dessus. Mais en même temps, la technologie est tellement avancée que l'acteur modélisé, des fois, on se dit « Est-ce que c'est l'acteur réel ou est-ce qu'il est modélisé ?» Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Moi, quand je jouais... par exemple,
qui reste mon adaptation favorite d'un Indiana Jones, c'est le point and click de LucasArts, donc qui est l'adaptation du 3e Indiana Jones avec le Graal. Indiana Jones, il fallait se projeter, il fallait reconnaître Harrison Ford, c'était quelques pixels mis les uns sur les autres, et on ne se doutait pas qu'aujourd'hui, voilà. Ou le premier Indiana Jones sur Atari, c'était 4 carrés assemblés les uns, et on reconnaissait le chapeau, c'est Indiana Jones. Alors qu'aujourd'hui, il est photoréaliste, il est encore plus vrai que l'acteur, puisque c'est une recomposition. Et justement, ces jeux vidéo qui englobent complètement le cinéma, qui sont des formes hybrides, vous estimez que c'est une expérimentation ou que ça pourrait, sur du long terme, effectivement, devenir un genre à part entière et que le public suivra? Moi, ce que je pense, c'est que c'est un passage obligé, comme Pulp Fiction l'a été pour le cinéma, la série B, par exemple. Quand Tarantino arrive avec des références de série B, personne ne se moque de lui. Les gens trouvent ça, même il y va à Cannes, il gagne une Palme d'Or, etc. Il est remercié par le cinéma d'auteur, alors qu'il a été chercher le trash cinéma, qui n'a jamais, lui, été respecté jusque-là. C'est ça, c'est cette culture du remix qu'on a en musique aussi aujourd'hui, avec les samples, etc., que le hip-hop s'est approprié aussi. C'est un passage obligé pour toute culture. C'est juste que le jeu vidéo et la série télé, en fait, jusque-là, n'avaient pas encore bénéficié de ce traitement. Aujourd'hui, l'âge d'or de la série, etc., fait qu'on regarde des séries comme X-Files, Twin Peaks, très différemment. On les voit comme des monuments dans un musée, des choses qui ont fait que le médium a progressé. Et un jeu comme Alan Wake 2, c'est un jalon dans la progression du médium, pour moi en tout cas. Parce que c'est vrai que ça va faire complètement évoluer la position du joueur, qui va devoir accepter qu'il y a des moments où il va être totalement actif, et puis à un moment donné... Et mal à l'aise, il y a des moments où on est très mal à l'aise en jouant. Oui aussi. Et pourquoi ? Parce que le jeu vous met dans des situations qui vont vous mettre mal à l'aise, aussi par manque de compréhension. Il se passe plein de choses. On a l'impression que tout est signifiant autour de nous, mais on ne comprend pas. Donc on est à la place de la personne qui ne comprend rien, alors qu'on est censé comprendre. Donc on est tout le temps dérouté. C'est des choses qu'on peut avoir au cinéma, avec un film comme Memento, par exemple, où les personnages se réveillent au début. Tout le monde sait qu'il est censé savoir, mais il n'a plus sa mémoire. Donc voilà. Et ça utilise des mécaniques comme ça. Quelque chose qui est un genre en soi, c'est sûr, mais qui met toujours le joueur dans une position un peu non confortable, on va dire. En tant qu'expert en jeux vidéo pour Wallimage, le Fonds économique wallon de l'audiovisuel et du gaming, Domenico, est-ce que tu peux nous parler de la du positionnement du jeu vidéo belge et des potentielles aides au financement existantes ? Alors oui, ça c'est quelque chose qui heureusement commence à épouser un peu les contours du cinéma, c'est-à-dire qu'on a des fonds publics pour le jeu vidéo. C'était quelque chose qui était complètement inexistant il y a quelques années et qui était assez invraisemblable, puisque quand on s'adressait aux gens du cinéma en disant on aimerait bien une portion du gâteau public, ils étaient outrés, ils disaient quoi pour du jeu vidéo, mais c'est pour les enfants, c'est pas possible, nous on fait de l'art, on fait des œuvres, et ils oubliaient qu'à l'époque quand eux militaient pour ces mêmes fonds, on leur disait mais non, c'est pour l'opéra, c'est pour le théâtre, c'est pour la vraie culture, pas pour le trash cinéma, voilà, pas pour la culture populaire. Donc là aussi c'est assez cyclique, mais aujourd'hui on y est. Il y a non seulement des fonds publics pour comme Wallimage d'ailleurs, mais en Flandre, ça existe aussi. Le VAF organise aussi un soutien public. Mais bon, là, on est dans une année électorale. Il se trouve que le nouveau gouvernement n'a pas tout à fait les mêmes objectifs et les mêmes priorités. Et pour l'instant, il n'y a pas d'argent. Il y en avait l'année dernière. On a financé des jeux qui sont en cours de développement, qui vont sortir. On espère que ces jeux vont convaincre les politiques que ce fonds est nécessaire, en tout cas qu'il doit être pérenne. Et on a aussi le tax shelter comme en cinéma, en fait. Un peu moins développé pour le jeu vidéo, mais en gros, des sociétés privées ont la possibilité d'investir des capitaux privés dans le secteur du jeu vidéo et d'être défiscalisés pour les sommes qu'ils investissent. Ça, c'est un levier qui est considérable et qui est cumulable avec les autres. Et donc, on commence à se retrouver dans le jeu vidéo avec des logiques de coproduction qu'on a pu rencontrer au cinéma. Par exemple, un producteur flamand va aller chercher des fonds en Flandre, un producteur wallon va chercher les fonds en Wallonie, ils vont se mettre ensemble, ils vont aller chercher les fonds fédéraux en plus, le tax shelter, et peut-être s'associer avec un Français ou avec quelqu'un aux Pays-Bas ou en Allemagne où il y a d'autres leviers de financement. Ça permet d'augmenter les budgets, ça permet de faire travailler plus de monde et ça permet à cette économie de circuler pour ne pas que cet argent-là aille toujours dans les mêmes œuvres. Eh bien, je propose de clôturer avec la toute dernière question et de vous demander comment vous voyez votre métier dans l'industrie du jeu vidéo ou du cinéma, ou dans cette forme hybride, dans 10 ans, en 2035.
Je sais pas. Déjà, penser qu'à 60 ans, on allait toujours jouer à des jeux vidéo, ça me semblait complètement fou. Aujourd'hui, je vois des personnes de cet âge-là qui jouent à des jeux. Moi, quand je jouais à des jeux à l'âge de 8, 12 ans, mes parents me disaient « Bon, amuse-toi maintenant, mais la vie, c'est pas ça. » Et je continue à jouer. Je joue quasiment tous les jours depuis 50 ans. Donc, c'est difficile parce que il y a 10 ans, est-ce qu'on allait prévoir la VR? Est-ce qu'on allait prévoir la fin justement de piratage des jeux? Parce que, enfin, pas la fin, mais en tout cas, ce monde de consommation complètement différent. Tout cet univers qui existe en ligne, le photoréalisme, c'est toutes des choses qui vont tellement évoluer. Moi, ce que je pense, c'est que, aussi par cause de l'avènement des IA, etc., c'est que dans 10 ans, on ne parlera plus de jeux vidéo. C'est-à-dire que il y aura plus le terme jeu vidéo ne sera plus employé. Ce sera probablement autre chose. Et que le jeu vidéo sera intégré à une pratique de création qui se sera immiscée dans le cinéma, dans la série, etc. On aura déjà des devices qui permettront de consommer ce type de médias. Aujourd'hui, on a le smartphone. Quand le smartphone est arrivé, les gens disaient « Ah non, jamais regarder un film sur un smartphone. » Il se trouve qu'aujourd'hui, les gens ne regardent plus vraiment de films sur les smartphones. Ils regardent des contenus appropriés au smartphone, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. Et je pense que ça va être la même chose pour le jeu vidéo. On est dans un stade ici où, pour jouer à un jeu vidéo, oui, il vous faut un PC, il vous faut un smartphone, il vous faut une PlayStation, etc., une console. Qui sait les devices qui vont arriver dans le futur? En tout cas, ces devices-là seront faits parce que des contenus vont être créés pour ces devices et ce sera toujours dans le sens du progrès, de la technologie, des nouvelles formes de narration. Mm-hmm. Et moi, je veux travailler là-dedans, voilà, pour parler, même à 60 ans. Oui, de mon côté, honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Même si j'entends que le médium va évoluer, ça d'office, un médium continue d'évoluer, c'est normal. Mais de mon côté, je ne sais pas si c'est une industrie qui va toujours me plaire dans 10 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir créer, de pouvoir dire ce que j'ai à dire au travers de mes créations. Pour le moment, c'est le jeu vidéo. Avant, ça a été le film d'animation, les courts-métrages d'animation. Si ça se trouve, je ne serai plus intéressée par les jeux vidéo dans 10 ans, et c'est tout à fait OK, tant que je pourrais continuer à faire de la narration, que ce soit peut-être un retour dans les films, ou dans les livres, ou des pièces de théâtre. Le principal est de pouvoir créer et de dire ce qu'on a à dire au travers de nos créations. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion qui était passionnante. Merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter Entre deux prises, le podcast du FIF Namur créé à l'occasion des 40 ans du festival. Cet épisode a été écrit, tourné et monté par Camille Ospi, Hélène Lambert et Dylan Castaner. Merci à Cassiope et Enaf du studio Tapage pour son accompagnement et ses précieux conseils et au Théâtre de Namur qui nous a accueillis dans ces lieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur www.fif.be. Et à dans 3 semaines pour un nouvel épisode dédié à la critique de cinéma.